Salut à tous, Baba Versus, bienvenue pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis au CDFAS à Aubonne, l'endroit qui va accueillir la Team USA cet été pendant les Jeux Olympiques. Eric Konako Faubert. Bonjour Eric. Ça va ou quoi? Comment ça va? Ça va, ça va. En forme? Eric, on se connaît depuis longtemps. Ouais, grave. Hein, je le cache jamais, je dis toujours. Le Muay Thai, c'est un petit monde, donc on se connaît tous, on se parle, on se voit, on s'est entraîné ensemble, on s'est accompagné dans des compétitions, etc. On s'est entraîné ensemble et tout. Donc je connais un peu ton parcours, c'est l'avantage, on est de la même génération. Donc on a vécu ce parcours-là ensemble, chacun a pris son chemin et aujourd'hui, On se retrouve. on se retrouve. C'est parfait. Avant de revenir sur ce que tu fais en tant que promoteur, on va parler des débuts. D'accord? Comment tu commences les sports de combat? Par quoi? Je commence les sports de combat avec ma famille. Moi, j'ai une famille de sportifs. Ouais. Mes grandes sœurs faisaient du taekwondo. Une de mes sœurs avait un niveau olympique. Ok. Donc voilà, toujours baigné dans les sports de combat. Et comment j'en suis arrivé, par exemple, à la boxe thaï, Ouais. c'est avec un grand frère qui, lui, est Bob Sita, qui était dans la boxe anglaise. Un jour, il nous a amené rencontrer Danny Bill. Ok. On s'est liés d'amitié, même pas par rapport au sport, mais plus par rapport à la musique. Et de fil en aiguille, un jour, il m'a ramené à la salle, à Saint-Ouen. Ouais. Et premier entraînement, je ne me suis pas entraîné, je voulais juste regarder. Et le deuxième entraînement, il m'a dit, vas-y, mets les gants, va devant le sac et tout. Et de là, c'est parti. De là, c'est parti la piqûre. C'est marrant parce qu'on a le même début d'entraînement. Moi, tu vois, je me suis inscrit à la Savate au-dessus, tu te rappelles, il y a une salle de boxe Ouais, française. exact, ouais. Je me suis inscrit à la Savate, je suis venu, je termine l'entraînement de Savate. Ensuite, j'entends des bruits au sac. Zba, zba. Je regarde, je vois un Renoir qui est en train de mettre des middle de ouf au sac. C'était qui? C'était Danny Bill. Ok. En train de mettre des middle, je dis mais c'est quoi ça? Il me dit c'est du Muay Thai. Je dis ça veut dire quoi ça Muay Thai? Il me dit c'est de la boxe Thai, si tu veux essayer, l'entraînement il commence dans 10 minutes. Ouais. Tu demandes des gants au coach et tu t'entraînes. Et c'est comme ça que je fais mon premier entraînement en boxe Thai. C'était Chambé. directement avec Danny. C'est un truc de Il fou. les a piqués. Ouais, c'est clair, c'est quelqu'un qui, de toute façon, qui sait transmettre ce virus-là. Et donc ouais, tu t'entraînes au RM Boxing, c'était une très grosse salle. Ouais, c'était une très grosse salle et surtout la personne qui m'a donc évidemment motivé et donné l'envie de faire, c'est Danny. Ouais. Mais il y avait un combattant à l'époque qui m'impressionnait beaucoup. C'était Moussa Konaté. Aïe, 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 aïe. Donc moi je voyais Moussa Konaté devant le sac. Ouais. J'avais l'impression il avait le dragon lui en fait. Et de voir en fait sa manière d'extérioriser son dragon quoi, entre guillemets, ça m'a impressionné grave. Et je pense, tu vois, à cette époque-là, j'étais un peu jeune, pas perdu, mais je pense que je me recherchais un peu. Ouais. Et je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer d'extérioriser, pas de la même manière que lui, parce que pour moi, c'était, laisse tomber, c'était, voilà. En fait, moi, je voyais deux versions. La version Moussa Konaté, qui lui avait le dragon, qui extériorisait quelque chose, en plus de par rapport à son histoire. Et l'autre côté, le côté de Danny Bill, qui est très talentueux, qui maîtrise son art, qui le fait de manière très relâchée. Pour moi, c'était encore un next level. Et que je me suis dit, bon, quitte à commencer, autant commencer d'abord à extérioriser des choses que tu as à l'intérieur. Et après, si j'arrive à exceller, pourquoi pas être le prochain Danny Bill. Bon, c'est jamais arrivé. Ouais, mais bon, on a tous voulu. C'était notre, un peu, tu vois, le modèle à suivre, le héros. Donc on l'avait tous comme modèle en tête. Mais c'est bien, c'est super que tu mentionnes Moussa Konaté parce que, de toute façon, la plupart des mecs qui ont commencé au RMB de notre génération, on le voyait. Tu le voyais au sac, il avait son espèce de par-dessus vert jaune-rouge là, qu'il mettait comme ça, sans t-shirt. Et il tabassait le sac comme ça. Et tu disais, mais attends, c'est quoi cette force de ouf et tout. Et lui, il boxait beaucoup, c'était la locomotive à l'époque. Il boxait à la Super League tout le temps. Ouais, exactement. Voilà, lui, Eddie Saban, tout ça. Tu te rappelles son combat contre Albert Cross? Bien sûr, je me rappelle. Et les gens ne comprennent pas, c'est qu'à l'époque, Albert Cross, c'était le meilleur combattant du monde dans cette catégorie de poids. Carrément. Il venait de gagner le K1 au Japon et il mettait tout le monde KO, tu vois. Et quand il combat contre Moussa, certes, le combat il se termine avant la limite, mais il a révélé après qu'il voulait arrêter lui. Ouais, carrément. Qu'il était tellement dur Moussa que lui voulait arrêter aussi, tu vois. Donc c'est super intéressant. Donc ouais, t'as continué à boxing, grosse team. On était beaucoup de compétiteurs à l'époque et de mecs qui s'entraînaient. Et t'as commencé à faire ton chemin, tout ça, tes premières compétitions avec le RMB toujours. Franchement, les premières compétitions, c'était très décevant la vérité. Ouais. Parce que je ne m'attendais pas. Moi, quand j'arrive entre guillemets dans la boxe thaï, dans le milieu de la boxe thaï,
Moi, j'ai la vision de Danny Bill dans les stadiums, 20, 30, 40 000 personnes et tout. Et moi, on me dit, ok, tu vas combattre, je suis content. J'arrive à Porte-Pouchet. À Max Roussier. Tu vois, la salle, elle est vide comme celle-là. Et on te dit, vas-y, tu boxes dans 5 minutes. Je me dis, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui qui change dans les gradins. Ouais, voilà. Donc, pas vraiment vécu ça très bien en France. Et encore une fois, la chance, Danny Bill me dit, écoute, t'inquiète pas, si tu veux combattre, vas-y, j'ai plein de combats ailleurs à l'étranger. Ouais. Et voilà comment, grâce à lui, j'ai pu combattre, fait une vingtaine de combats, Suisse, Belgique, Île de la Réunion, dans des gros galas et tout. Et c'est ça qui m'a vraiment fait vraiment apprécier le truc. C'est clair, parce que tu sais quoi? Parce qu'après, Danny, il a créé sa team. Et vous êtes partis. Il y a les mecs du Front High Full aussi, comme ça s'arrêtait un peu au niveau compétition. Donc vous avez formé une équipe. Toi, Julien Picard, Ahmed Hassan, Père son âme, et tous les autres mecs. Et Wendy Annonay aussi. Et Wendy, bien sûr. Wendy, qui sera à ta place quand j'irai le voir là-bas. et ouais, donc moi, si tu veux, on se quitte. Et je te retrouve classe B, et t'as plus rien à voir. T'as plus rien à voir. Vraiment, on est tous des éducatifs un peu, tu vois, on se tient, on rigole entre nous. Et là, je vois un classe B sérieux, technique, fimeux, tu vois, qui fait. Chacun avait son style dans ces groupes de combattants-là. Et toi, t'étais plus le mec qui était vraiment axé sur la technique. T'avais un mec qui tapait fort, on en a parlé avec Danny. T'avais Julien, tu vois, qui maîtrisait un petit peu la distance, le corps à corps. Et toi, t'étais vraiment le mec qui travaillait fimeux, qui travaillait technique beaucoup, tu vois. Et on a retrouvé cette team-là, on s'est retrouvés contre nous, il y a eu le Best Friends après avec Bobby. Et donc on a beaucoup eu des galas ensemble où tu boxais, Moussa il boxait, etc. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup fait des choses ensemble comme ça. Et toi, tu as fait les championnats de France classe B en France, je me souviens aussi à l'époque. Ah ouais, je me souviens même plus. Ah, moi je me souviens. et puis ouais, donc tu as fait ton bonhomme de chemin, tu as fait ta carrière en fin de compte. Tu vois. Carrément. Mais tu n'as pas cherché à pousser plus loin que ça, on va dire. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'en ai. En fait, j'ai essayé d'aller plus loin, mais j'avais pas des prédispositions. Je me blessais souvent et j'avais pas aussi la connaissance que j'ai eue après, c'est-à-dire d'avoir des bonnes conditions physiques, dormir tôt, se lever à des heures précises, boire beaucoup d'eau, des trucs simples, mais qui à l'époque pour moi étaient complètement inconnus. Manger convenablement, tout ça, je connaissais. La professionnalisation un petit peu. Exactement. C'était vraiment, franchement, la vérité, c'était. Avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, je me dis comment j'ai fait pour combattre avant en fait, dans ces conditions-là, tu vois. Tout le monde te dit ça. Tous les mecs de notre génération, je pense. C'est clair. Surtout quand on voit comment les boxeurs se préparent aujourd'hui, comme nous on se préparait à l'époque. On était dans la même salle, ton nom sur le tableau Velleda. Ça veut dire que tu boxes. T'apprends que tu boxes ce week-end. Voilà, c'est tout. Il faut être à tel poids et point. Et donc c'est corde à sauter, combinaison de sudation et compagnie. Donc ouais, je comprends. Et c'est quelque chose du coup qui joue sur le corps et c'est comme ça qu'on accumule les blessures et que les carrières étaient beaucoup plus courtes à l'époque par rapport à aujourd'hui. La décision d'arrêter de boxer en compétition, elle se fait comme ça ou c'est parce que tu pousses naturellement vers autre chose? Non, c'est les blessures. Ok. C'est les blessures. À chaque fois que je finissais un combat, j'avais des œufs d'autruche aux chevilles, j'ai fait une lésion, des tendinites, des trucs incroyables en fait. Et encore une fois, quand je te parle de mes connaissances, par exemple, j'allais faire des footings avec des Vans, des chaussures qui sont complètement pas adaptées au footing, tu vois. Mais tu vois, j'avais pas cette connaissance, j'allais courir des 1 heure, 1 heure et demie avec des Vans. Aujourd'hui, moi, si je vois quelqu'un faire ça, je peux faire une crise cardiaque. Je vais dire, mais t'es complètement malade, tu vois. Ouais, c'est clair, j'en vois avec des Jordan aussi, je me pose des questions. Ah ouais, non, c'est tombé. Et tu vois, en fait, c'est toutes ces blessures-là chroniques qui ont fait que je ne peux plus arrêter, en fait. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, on a des formations de cutman et tout, il y a des gens qui savent faire les bandages et tout. Exactement. Un jour, j'ai combattu, il n'y avait pas Danny, et je crois que j'ai dû faire les bandages moi-même, enfin, voilà. Première gauche ou premier crochet, mon poignet fait crac. Tu vois. Et là, jusqu'aujourd'hui, par exemple, je peux même plus. Tu vois. Enfin, on a tous des séquelles de ouf. Moi, je peux pas faire le tour entier avec mon bras droit. J'ai de l'arthrose, mon genou droit. J'ai pas encore 40 pour presque. On a tous gardé des traces. Et c'est ça qui a fait que petit à petit, j'ai arrêté, quoi. J'ai arrêté. Et après, plusieurs fois, j'ai voulu reprendre. Ouais, quand même. Mais en fait, après, quand je suis devenu coach, comme toi d'ailleurs, qui est d'ailleurs super bon coach. Ensuite, j'ai appris la connaissance, etc. Je suis devenu performant physiquement. Petite parenthèse, toute la période où j'ai combattu, où je me suis entraîné, j'avais pas d'abdos.
Tu vois. Ouais, c'est une façon de le dire, mais Non, ouais. voilà, regarde l'image. Et j'arrête de combattre pour des blessures. Je fais mes formations, Ouais. coach, etc. Donc je commence à m'entraîner normalement, Ouais. sérieusement. Je commence à manger sainement. Je me retrouve à avoir des abdos. Ouais, c'est clair, je me souviens parce que tu faisais des bootcamps et tout, c'était Ouais, plus voilà, pareil. c'est ça. Ouais. Voilà. Et là, on me dit, mais c'est comment alors? Tu combats ou pas? J'ai dit, ah, c'est mort. Je ne peux plus combattre. La cheville, elle tient plus. Le genou, il siffle. Enfin, voilà. Bon, après, c'est comme ça. En fait, si tu veux, parce qu'on a fait la même chose aussi. Tu vois, j'ai appris différemment, j'ai appris à mieux m'entraîner, j'ai perdu beaucoup de poids et Ouais, du coup, je me ouais. sentais beaucoup mieux et tu veux pas risquer ça. Mm. Tu trouves une forme de bonne santé et tu Ouais. dis, si je vais boxer, je vais tout Tu mettre peux en tout l'air. perdre. Ouais, tu peux tout perdre. Je ouais, vais c'est tout ça. mettre en l'air, je vais Ouais. me remettre à avoir mal de partout, Mm. tout va siffler et c'est compliqué. Donc je peux comprendre que tu t'orientes vers autre chose, surtout que tu avais d'autres choses dans ta vie. Déjà, tu viens de la musique un peu, Oui et non. tu as fait, Je suis gros passionné de musique. t'as fait 2-3 choses. Bon, Mm. voilà, en plus, Dany, il est dedans aussi, Dany c'est Bill, ça, ouais. que tu as beaucoup fréquenté. C'est quelqu'un qui est très très proche de toi, Dany, que j'ai interviewé juste avant et qui était dans la musique aussi, et qui est toujours dans la musique d'ailleurs. Ah ouais. Mais moi, je suis dans mon coin, je fais mes trucs. Pendant un temps, j'ai un peu quitté, tu vois, le monde compétitif. Je m'intéressais plus trop, j'allais plus dans les galas, je savais pas qui faisait quoi, si tu veux. Mm. Et je découvre qu'il y a des trucs qui commencent à se faire, parce que je m'entraîne toujours dans mon coin, et Mm. qu'il y a des tournois qui commencent à se faire. Et là, on me dit, mon petit doigt me dit, mais tu sais, derrière ce truc-là, c'est Konako. Ah ouais? Et donc, tu vas dans l'organisation. Mm. C'est quelque Ouais. chose que tu as toujours eu en tête quand tu boxais, ou c'est une opportunité? Non. Bah, je me suis créé cette opportunité. Alors pour la petite histoire, en parallèle donc des compétitions, de l'entraînement, enfin des combats. Ouais. Bon, moi j'ai fait mes études, hein, j'étais toujours à l'école et j'ai passé une licence de spectacle. Ok. D'où le lien avec la musique. Ouais. Voilà, donc une licence de spectacle. Et donc avec les blessures et les frustrations des compétitions en France, Ouais. je me suis dit, ben, pourquoi ne pas sublimer les galas? Parce que j'ai toujours voulu combattre dans des endroits beaux, avec des lumières, avec un bon show. Avec du show, Voilà, exactement. en vérité, avec un Ce bon qu'on show. avait du mal à faire. Exactement, mais ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, nous, les compétitions en France dans lesquelles j'ai pu participer, franchement, c'était nul à chier. Ouais. Donc je me suis dit, bon, c'était une longue réflexion. Une réflexion qui a duré peut-être 2-3 ans. Ouais. Et du coup, je me suis dit, avec les compétences que j'ai dans lesquelles je voulais faire mon métier, c'est-à-dire je voulais être producteur de spectacle. Ouais. D'ailleurs, je le suis, en Ouais. vrai. Bien sûr. Je me suis dit, ben, j'ai qu'à produire des événements sportifs, mais avec un petit peu plus d'entertainment. Donc, d'où l'idée qui est venue, que j'ai créée avec les anciens collègues. On a monté le Wicked One Tournament, qui a fait son petit bout de chemin. Et voilà comment j'en suis venu à être organisateur de spectacles sportifs. C'est génial. Le Wicked One, si tu veux, c'est la rencontre de deux choses super intéressantes, surtout pour moi, dans mon monde en tout cas. Parce que Wicked One, ça sort, moi tout de suite j'accroche à la marque. Les premiers que je vois ça, c'est NTM. Ouais. Je vois leur t-shirt, je me dis j'aime bien le design. Il est cool le truc. J'achète au tout début, peut-être Gary pourra dire, parce qu'au tout début, il fallait les contacter, tu leur envoies le paiement, ils t'envoient le t-shirt par la poste. Ouais, ouais. J'ai été un des premiers mecs qui a acheté des t-shirts Ouais, ça, Wicked c'était One, je pense. système à C'était le l'époque. tout début, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de livraison automatisée ou je sais pas quoi. Moi, je sais que c'est un des deux qui m'a envoyé le t-shirt, qui a fait la démarche Ouais, d'aller à c'est la ça, poste c'est et ça, m'envoyer c'est le ça. t-shirt, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis après, le Wicked One Tournament, donc c'est mon monde, la boxe, qui rencontre une marque urbaine que j'aime bien. Il y en a eu plein des marques urbaines, je ne vais pas les citer, Bien mais sûr, il y en a eu ouais. beaucoup des mecs qui ont fait des trucs, tu vois. Et là, il y a un truc, tu sens que ça va accrocher. Et je me dis, putain, c'est intéressant parce qu'eux, ils décident d'infiltrer un monde où il n'y a pas d'identité propre de marque. Il n'y a que des marques qu'on connaisse de Thaïlande, etc. Mais il n'y a pas un player français qui a dit, attends, moi, je vais investir le truc et je vais devenir une marque reconnaissable. Et là, tu vois, le Wicked One Tournament en Muay Thai, mortel. Je me dis, putain, ça passe bien. Carrément. Et en plus, là, vous avez une très bonne idée, c'est que vous opposez des Français. Et moi, le truc qui me saoulait beaucoup à l'époque des galas, c'est pour ça que j'y allais moins, c'était toujours des Français contre des étrangers. La grande époque dans les années 90, c'est quoi? C'est Dany Bill, Joël César. Ouais, carrément, c'était des Tu combats vois, de fous c'est furieux. des combats comme ça, c'est de franco-français. On veut voir c'est qui le meilleur en France. Des fois, on veut voir c'est qui le meilleur à Paname. C'est qui le meilleur dans le sud à Marseille. Non, c'est C'est qui clair. le meilleur entre Paris et Marseille. C'est des trucs qui sont intéressants. Là, tu prenais 8 mecs, 8 Français. Parce que ça aurait été la facilité pour toi d'aller chercher un Belge, trop facile. un Polonais, C'est trop facile. un Thaï que tu vas chercher, tu vois, qui est chauffeur de tuk-tuk à Bangkok. À l'époque, les Thaïs, c'était. Ils ramenaient pas trop des chauffeurs de tuk-tuk, hein. Ils ramenaient plutôt des tueurs à gages quand même. Quand tu voulais, quand tu mettais le billet, tu peux. Mais tu peux aussi ramener l'inverse.
Si tu t'arranges bien avec le promoteur, avec le bon gars. Ouais, non, c'est clair. Ok. Ouais, mais je comprends le truc de l'époque. Raconte-nous un peu, c'est quoi ton premier gala, le premier que tu organises? C'est Wicked One. C'est le Wicked premier. One Tournament, Tout de suite, tu vas sur un gros truc. Non, ben nous on n'avait pas vu ça gros. Ouais. Regarde, en vérité, je m'assois avec Wendy Annonay. Ouais. On s'entraîne ensemble avec Dany. Je lui fais part de mon souhait d'organiser. Et lui, il me dit, je suis chaud bouillant, vas-y, let's go, viens, on le fait. Ouais. C'est lui qui me présente Wicked One. Ok. Moi, à l'époque, je voulais le faire avec celui qui faisait Invincible. D'accord. Invincible. Invincible, ouais. Invincible. Donc, père à son âme, il est décédé maintenant. Et on n'avait pas trouvé d'arrangement. Et tout de suite, avec Wicked One, ça a accroché. Directement. Donc, on s'assoit et je lui dis, ouais, t'es chaud pour faire ça. Par contre, ça n'aura rien à voir avec ce qui se fait maintenant. Et lui, tout de suite, en gros, je lui donne une idée, il m'en donne 2. Ah, Je lui en donne 3, il m'en donne 4. C'est Donc, comme ça. on est parti, allez hop, let's go, on a fait ce qu'on avait à faire. Et c'était aussi bien original sur la fight card, enfin, Ouais. fight card, les catégories, le tournoi, et surtout sur la manière de promouvoir l'événement. Donc c'est là où on a essayé d'innover. Beaucoup de gens ne croyaient pas en nous. Ouais. Et des proches même nous disaient, les gars, c'est n'importe quoi ce que vous faites, c'est de la merde, vous allez vous foirer. Mais on n'avait rien à perdre en vrai. C'était très innovant. Tu vois, je vais te donner un exemple bête. Vous présentiez les confrontations et vous mettiez des petites barres comme dans les jeux vidéo. Ah ouais, bien Tu sûr, vois, bien sûr. pour dire lui c'est force, c'est la vitesse, la puissance, l'autre tu vois, c'est la résistance, le Ouais, cardio. C'est ça, ouais. Bah, c'est des petites, j'allais dire bêtises, c'est des petits détails qui font que effectivement tu vas pouvoir intéresser du public et différentes sortes de publics, des gamers, des plus jeunes comme des plus âgés, etc. Donc c'était intéressant d'aller sur ce côté variété, mais c'est clair que c'était un risque. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. On faisait des vidéos où on mettait en scène. D'ailleurs, par exemple, le premier gagnant du Wicked One Tournament, c'était Dusty Bobrin. Exact. Les vidéos de Dusty Bobrin, des vidéos promo qu'on a fait de lui, c'était pas des vidéos de lui en faisant du shadowboxing ou en combat. Je sais pas si tu te rappelles de la vidéo ou pas. Je me rappelle très bien, c'était ce qu'on voit aujourd'hui avec l'UFC. Ah ben voilà. Il était dans sa salle de classe avec ses élèves. Et oui, voilà, c'était une mise en scène en vérité. Il avait fait un vrai rôle d'acteur, tu vois. En fait, si tu veux, ouais, c'était intéressant. Et puis, c'était en France, on ne le voyait pas. Et même au States, ça s'est développé un peu après. Où vraiment, on est parti rentrer dans le quotidien du combattant, etc. Voir ce qu'il fait, plutôt que, comme tu as dit, venir dans sa salle, le regarder envoyer des middle. C'est bien, mais c'est intéressant de connaître les personnages aussi, tu vois. C'est intéressant de connaître le mec, ce qu'il y a derrière. Et donc le premier, effectivement, le premier que vous faites, c'est à 63,5. C'est ça, exact. Ouais. Il y avait des tueurs en plus dans la catégorie à l'époque. Il y avait des tueurs. Mais je pense que c'est l'un des événements dont je suis le plus fier. Premièrement, parce qu'il fallait oser le faire. Ouais. Deuxièmement, parce que personne ne croyait en nous. Et nous-mêmes, on ne savait pas ce que ça allait donner. Hein. Ah ouais. Et c'est le jour J, on voit que la salle elle est remplie parce qu'il n'y avait pas le système des préventes encore à l'époque. Ouais, donc on t'attend le jour J, tu vois qui rentre pas, et le jour J, on voit que c'est blindé. Ouais. Et surtout, troisièmement, c'est dans la sélection des 63-500, pour revenir encore à Dusty Bobrin, même son propre coach, je ne dis pas qu'il ne croyait pas en lui, mais son propre coach m'a dit hey, nous on organise des galas, mais même dans nos galas, jamais de la vie on mettrait Dusty Bobrin en tête d'affiche. Ah ouais, ok. Et je lui ai dit mais pourtant il a fait ses preuves, bien sûr. Pourtant il a gagné, il arrive en finale. Il me dit ouais mais bon c'est mon élève, moi c'est mon conseil, on ne pouvait pas ne pas le mettre parce que de toute façon il arrive en finale, donc c'était ça le concept. Et je pense que si on pose la question à Dusty Bobrin aujourd'hui, il dira que c'est je pense en tout cas sans m'avancer, que c'est la meilleure expérience de sa vie en tant que combattant. Bah, je pense pour beaucoup. Donc, je pense pour beaucoup, même s'ils avaient combattu un peu partout, il y avait des combattants expérimentés. Hein. Je pense à Dino Haddad qui se rendait beaucoup avec nous, il y a Brian Denny qui combattait beaucoup en Thaïlande, etc. Ben justement, le fait que Dusty Bobrin arrive en finale devant tous ces gars-là, ça veut dire beaucoup de choses. Il arrive en finale contre Wang Moi, qui mettait que des KO d'affilée. KO sur KO. Alors lui, il n'est pas venu pour acheter du terrain. Dusty, il n'a pas touché. Il avait fait un combat film masterclass un peu. Et il a gagné. Voilà. Non, c'est clair, c'était bien, c'était un risque. Moi, j'étais content que ça parte sur des petites catégories directes, en plus, parce que je savais, en tant que fan du sport, en tant que fan du game, que c'est là que tu vois les meilleurs combats de toute façon. C'est des petites catégories, donc c'est intéressant. Moi, la question que je vais avoir sur ça, c'est est-ce que les combattants ils t'ont suivi direct? Oui, bien sûr.
Parce Ils qu'à ont tout de l'époque, suite emballé. il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais. En vrai. Ils n'ont Donc, pas vu le risque de se dire attends, c'est un tournoi à 8, 2 combats dans la même journée, la finale non, un peu plus tard. absolument Donc, pas. non. Franchement, non. Tous les combattants qu'on a contactés, ils étaient carrément chauds direct. Après, il y a une catégorie qui était un peu plus difficile. D'ailleurs, c'était le dernier qu'on avait fait. C'était 75, je crois. Non, c'était 81. C'était 81 kilos, on va y revenir C'était 81, dans ouais. quelques secondes. Mais oui. Et, Parce qu'il est très important ce tournoi. c'est ouf. C'est là où on a eu quand même beaucoup de difficultés à trouver des trouver combattants. les Il y mecs. en a qu'on a trouvé, il y en a qui sont annulés et tout ça. Et puis, Ce que vous avez fait ensuite à 70 kilos, c'est celui qui a pété. exactement, ouais. C'est celui qui a pété. Le vainqueur, derrière, il a explosé. Sa carrière, elle a explosé. Mm. Et vraiment, je pense, c'est l'acte fondateur de sa carrière, à Sami Sana. Mm. On parle de lui. Mm. Il gagne ce tournoi-là. Et derrière, il est demandé partout. Mm. Il est demandé partout. Et je pense qu'une grosse partie de ça, encore une fois, je reviens à la production, Mm. c'est le docu que vous avez fait sur lui et Youssef Sid, Mm. les deux finalistes, Exact, ouais. Mm. qui était super. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça prouve qu'il n'y a pas seulement les compétences physiques, Ouais. il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Ouais. Savoir communiquer, savoir s'exprimer, comment le combattant il est encadré, comment il utilise ses réseaux sociaux, tout ça. Ouais. Et à cette époque-là, Sami, c'était l'un des meilleurs. Ouais. En tout cas, en vidéo, il jouait bien le jeu, il a utilisé tout ce qu'il y avait dans son panel pour être mis en avant et ça a bien réussi. C'est un peu comme si on prend le parallèle avec Cédric Doumbé aujourd'hui, Mhm. qui utilise vraiment tout ce qu'il a autour de lui, Ouais. Twitter, pour faire son buzz. À l'époque, on a utilisé les vidéos et YouTube pour faire le buzz de Sami et ça a bien fonctionné. Ça a super bien fonctionné parce que, final, ça le blindait. Ça le blindait de ouf. Tous les On mecs refusait des sont gens à là. l'extérieur. Ouais, c'est ça. Mm. Tout le monde vient, tout le monde est là. Tous les acteurs du Muay Thai en France que je connais étaient dans la salle. Mm. En plus, vous réussissez à avoir les coudes, son coup d'hier pour la finale. Ouais, on a réussi, mais c'était un tour de force. Mais à la fin de cet événement, ça s'est pas bien fini pour tout le monde, quoi. Ouais. De ce La que Fédé, j'ai ils ont dû fermer, je crois. Mm. Enfin, ils ont eu des problèmes avec la préfecture, des trucs comme ça. de ce que j'ai pu comprendre. Mm. En tout cas, factuellement, à la soirée, ils y étaient et c'était important. Ça a donné un vrai combat pur Muay Thai pour une finale d'un gros tournoi à 70 kg. Mm. Et à l'époque, dans le monde entier, il y a des tournois à 70 kg. Donc c'est ça qui est super intéressant à faire. Mm. Et je pense qu'après, derrière, c'est beaucoup plus facile pour avoir l'engagement de tout le monde pour continuer Mm. à faire des tournois. On vient au tournoi à 81 kg. Où Mm. effectivement, il y a moins de combattants. Mm. Moi, je suis intéressé maintenant que j'ai vu 63,5. Mm. J'ai vu 81. Vous avez fait aussi le 75 où j'ai coaché un Ouais, des on a fait- combattants. On a fait 63, 67, 67 kilos aussi. 71. 71, Mm. 75 où moi j'ai pu coacher Rémi Vectol, on était dans son Mm. coin pour Ok. son quart de finale et sa demi-finale. Et puis donc vous faites 81 kilos où je vais pas te mentir, ouais, je suis un peu moins intéressé parce que je sais qu'à 81 kilos il y a moins de combattants en France. Il y a Mm. peut-être un peu moins de qualité que les autres catégories. Mm, 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 mm. Il y a un mec que je connais pas et que pas beaucoup de mecs connaissent, en tout cas à Paname, hein, qui arrive, qui dit moi je suis le meilleur, que le meilleur gagne, qui vient la peser, qui parle, qui fait des trucs, qui provoque. Mm. Premier round, boum. Ah, il était cool encore à l'époque. C'était fun. Ouais, tu C'était sentais fun. qu'il avait Il déjà venait, quelque il avait chose. quelque chose, tu voyais Ouais, quelque il avait chose. déjà quelque chose. Il avait une gueule, il avait un truc. Et puis Mm. en plus, sur le... Il faisait déjà, je crois, des t-shirts. Je crois qu'il avait déjà son t-shirt. Peut-être Ah, que lui ouais. me corrigera, mais je crois qu'il avait déjà son t-shirt. Il y avait un slogan Exactement. Doomset quelque Et chose. je suis le meilleur alors que le meilleur Ouais, gagne. ouais, Un truc comme ça. ouais, c'est ça, c'est ça. Je crois que Ouais, c'était ça. exactement, t'as raison. Ouais, Je c'est crois ça, qu'il est ouais. venu avec son t-shirt. Donc on parle de Cédric Doumbé, ouais. Et donc, je vais pas faire ça à sa place, j'ai pas Mm. tout en tête, mais il me semble que c'est un de ses premiers combats sur Paname. En tout Oui, cas, c'est carrément. c'est voilà. ça, ouais. Moi, il me semble que c'est un de ses premiers à 81 kg. Mm. Et franchement, hein, il fait son quart de finale, il gagne avant KO. la limite. Ouais, KO. Mm. Et là, je me dis, waouh, je sais pas c'est qui lui là, Mm. mais il va aller loin. Je pense qu'il va Mm. faire quelque chose. Je me dis, il est petit pour la KT, il devrait descendre, Mm. mais il va faire quelque chose. Mm. Comment vous connaissez Cédric, comment vous le contactez en fait? Je crois que c'était Wendy. Hein. Ouais. Wendy qui le connaissait. Et non, qui connaissait son. Même pas en fait, voilà, je me rappelle. L'entraîneur de Wang Moi, Ouais. les éditions d'avant, c'était aussi l'entraîneur de Cédric, D'accord. qui est toujours son entraîneur, je crois. Enfin, Ok. son entraîneur, son manager. Son manager. Ouais. D'accord, German ouais. Talbot. German, qui sont dans le sud. d'Anna. Ouais, exact, ouais. À l'époque, il était à Fréjus, je crois. Ok. Donc je crois que c'est par ce biais-là que Wendy donc le contacte. Bien, je crois que c'est lui qui propose à Wendy Cédric. Et puis voilà, ça se fait comme ça, en vrai. Ouais. Et puis tu voulais peut-être parler du deuxième combat, de son deuxième combat. Bien sûr. Bah, deuxième combat, pareil, mais knockout contre l'élève de Patrice Carteron. Exactement. Et ce qui se passe là, c'est que personne ne maîtrise la situation. Ouais.
il met le knockout. Le juge, l'arbitre central, il met trop de temps pour compter l'adversaire. Donc évidemment, il récupère. Ouais. Ensuite, Patrice Carteron, qui déjà à l'époque était très virulent, qui se met à mettre des coups de pression aux juges et aux arbitres et tout. Donc c'était au deuxième round hein, qu'il a fait compter. Ouais. Et au troisième round, il donne gagnant. À la fin du troisième round, il donne gagnant Chaka Zulu. Ouais. Ok. Voilà. C'est leur décision, hein, voilà. Ok. Et puis on n'a pas fait on n'a jamais fait cette finale quoi. En fait. Ouais, c'est vrai que maintenant que je suis en train de te parler, je me rappelle qu'il n'y a pas eu la finale. Ouais. On n'a pas eu la finale. Ouais. Mais jamais faite. C'est une volonté de votre part ou? En fait, à cette édition-là, ou l'édition d'avant, je ne me rappelle plus, on a commencé à avoir des problèmes de fédé. Okay, ouais, les fédés commençaient à se rechercher, qui sera délégataire, pas délégataire. Nous, on ne connaissait pas encore le système fédéral. Et il y en a qui nous roulaient dans la farine carrément. Ouais. Passaient par nous, passaient pas par eux, on passait par des mecs qui nous. Bon, bref, c'était compliqué les relations avec les fédés. Et de surcroît, si on aurait suivi notre logique, on aurait dû faire un tournoi poids lourd. Bah oui. Par la suite. Bah oui. Sauf que poids lourd en Muay Thai, il n'y en avait pas 8. Il n'y en avait pas beaucoup. 4, ça aurait pu le faire. Exactement, mais sauf qu'on sortait de notre concept. Ouais, exact. Voilà. Donc il y a eu un battement de temps, et je pense que le temps a fait qu'on ne fasse plus l'événement. Ouais. Donc le Wicked One s'arrête là. Mm. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que tu veux continuer à faire des organisations ou pas spécialement? Ou tu as déjà un autre concept en tête? Non, moi, les concepts, il y en avait plein en vérité. C'est juste qu'il fallait savoir est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait pas. Ouais. Mais moi, clairement, dans ma tête, je suis organisateur d'événements. Ouais. Donc okay. si c'est pas ça, c'est un autre. Ce sera autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas. Pour moi, je me posais pas de questions plus que ça. Il fallait que je fasse quelque chose en vérité. Ouais, bah ouais. Il fallait que je remplisse le frigo, quoi. Mais t'as l'envie quand même de rester dans la boxe pour le moment ou... En tant que boxeur ou en tant que... Non, en tant qu'organisateur. Ah non, bien sûr, évidemment. D'accord. Tu sais, quand tu sors de l'euphorie de Wicked One Tournament, t'as juste envie de continuer en vérité. Bah, c'est clair. Mais fallait... En fait, moi, je savais déjà pertinemment que cette formule-là, on ne pouvait pas la refaire. À l'époque, j'étais entraîneur. Ouais. Donc, je commençais à avoir plein d'élèves. Et j'ai pas réfléchi longtemps. Ouais. Je me suis dit, tous mes élèves, j'ai envie qu'ils boxent. J'ai pas forcément envie de me prendre la tête à les amener dans les championnats. Donc j'ai fait un format que amateur. Ouais. Où je faisais... Donc à l'époque, quand j'ai commencé à être entraîneur, donc j'étais plus combattant. Danny a continué avec sa team. Exact. Et donc un jour, on a fait un événement où tous mes élèves étaient contre les élèves de Danny. Donc c'était marrant parce que moi je suis héritier de Danny. Exact. Donc mes héritiers sont indirectement les héritiers de Danny, mais qui combattaient aussi ses combattants. Ouais. Donc lui et moi on était vraiment dans un bon délire à se dire bon ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit voilà. Face à face, tu vois. Franchement c'était super cool. Ouais, c'est bien. C'était super cool. On en a fait à l'époque j'avais appelé ça Super Fight. Ouais. J'avais dû en faire peut-être 3 ou 4 comme ça. Ouais. Que avec des amateurs. Et voilà, le but c'était de mettre en avant mes élèves. C'est super bien d'avoir mis en avant des amateurs comme ça. Qu'ils aient les mêmes conditions que des galas pro. Tu vois, les entrées, tout ça. Vraiment c'est super cool. Ça les valorise. Ah, c'est ça leur donne envie de continuer, ça les motive pour aller plus loin dans le sport. Ah, c'est clair. De là tu continues donc les organisations. Ouais. Et c'est quoi la prochaine alors? Non, après, je crois après j'arrête. Ouais. Je suis vraiment à fond dans le coaching, dans la préparation physique. Après, j'ai monté plein de concepts. Hein. Ouais, t'en as fait voilà, j'ai passé mes bails de crossfit, de tout ça. J'ai fait les bootcamps. C'est ça, moi je te vois apparaître sur des bootcamps, des trucs, il y a plein de choses que tu proposes. Ouais, je suis devenu préparateur physique de plein de combattants, des combattants de MMA, boxe thaï, kickboxing, même des gens qui faisaient du triathlon, des gens qui préparaient l'Ironman. Ouais, non, c'est quelque chose qui m'a plu pendant un bon moment. Hein. Ouais. Et après, j'ai décidé de m'expatrier. Ouais. Après, non, excuse-moi, j'ai fait des galas de Carteron. Oui. Voilà. Donc tu t'occupais de ces gars-là, ces organisations. Ouais, exact, ouais. Où ils réussissaient quand même à remplir la Carpentier, des choses comme ça. Hein. On a rempli tout le temps. On n'a pas fait qu'à la Carpentier, on a fait Bercy aussi. Il y avait Bercy aussi, ouais. Et à chaque fois, à attirer du monde. Pareil, promo, tout ça. Ouais. Toujours tes recettes gagnantes en fait. Ouais, après, Carteron, il était pour beaucoup quand même. Hein. Bah, bien sûr. Ouais, il avait son nom, à ce moment-là. Il avait lui une manière de communiquer très trash talking. Ouais.
Et je retrouve d'ailleurs, quand je regarde Cédric Doumbé aujourd'hui, je retrouve beaucoup de cet univers-là que Patrice Carteron il avait. Ouais. Aujourd'hui, comme avant, hein, quand Patrice qui mettait sa touche, c'était très mal vu. Ouais. Mais tout ce qui est mal vu, quand on te dit ne clique pas, ben, tu veux tout faire pour cliquer. Ou ne regarde pas, tu veux tout faire pour regarder. Ouais. Donc c'était un peu ça son concept. C'est ça, c'est les Américains qui disent que toute pub est une pub, mauvaise ou bonne. Ça reste de la pub. Ouais. Et la consécration, c'était qu'on a organisé avec Daniel Sam, l'anglais. Ouais. Et là, il a tout envoyé. Hein. Toutes ses idées, elles sont toutes strike. Ouais. Première vidéo strike, deuxième vidéo strike, troisième vidéo strike. Salle remplie. Ouais. Franchement, en termes de communication, je pense que Patrice Carteron, à son époque, était au même niveau que Cédric Doumbé aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. C'est un des mecs en France qui l'a fait en premier. Hein. Il a fait des trucs de fou. Hein. Il est parti courser le banner jusqu'à je sais plus quelle. L'île de la Réunion. C'est à la Réunion, ouais. C'est ça. Ouais. Déguisé en plus avec des fausses locks et tout. Il avait fait beaucoup pour générer du buzz, générer de l'intérêt, et ça avait fonctionné. Il est parti en Angleterre dans la salle de Daniel Sam, déguisé en clown avec une tronçonneuse, une vraie tronçonneuse dans la salle. Ouais. Donc ça pareil, un buzz de ouf. Ouais. Ouais, non, c'est bien, ça continue à ramener, ça continue à démocratiser un petit peu le show pour la boxe en France, qui est vraiment un sport où tout le monde était beaucoup trop sérieux pendant trop longtemps. Tu vois. Et donc il a fallu ça pour ramener d'autres publics, je pense. Ouais. Et c'est quelque chose d'intéressant que vous avez pu pousser ça. Donc ouais, t'arrêtes un temps, mais après tu repars au final. Tu finis par recommencer des organisations. En fait, quand je pars m'installer en Angleterre, ouais, avec ma femme, je fais la rencontre de Phil Thieu. En fait, voilà, à la base, je m'entraîne dans une salle où tout de suite j'accroche avec un de ses neveux, ouais, et qui me dit ouais, t'es plutôt pas mal et tout. Je me rappelle, c'était genre même pas 15 jours après être arrivé en Angleterre. Donc évidemment je trouve une salle, je vais m'entraîner, je tombe sur lui. Et il me dit la semaine prochaine, comme t'es plutôt pas mal, passe dans notre salle, on va faire du sparring. Okay. Il y aura mon grand frère et tout. Ouais, non, il y aura mon oncle. Et il me dit, en plus, mon oncle, il a un peu le même profil que toi et tout, vous allez bien vous entendre. Donc je passe la semaine d'après, je fais sparring avec eux, tout se passe bien, c'est nickel, on s'entend bien. Il me dit que lui aussi il fait des galas, qu'il a été boxeur, etc. Ouais. Et il me dit, bah, tiens, comme tu es français, tu ne veux pas donner des cours ici parce qu'il y a plein de Français. Et donc, en gros, 15 jours après, je suis entraîneur là-bas. Je commence par un créneau par semaine, après ouais, 2, 3, après tous les jours. Après, j'entraîne et le matin et le soir. Bon, après, là-bas, ça va hyper vite. Ouais. Et avec Phil, on a décidé donc de... Lui, il avait déjà créé MTGP. Ouais. Et en gros, il me dit, écoute, au lieu de te prendre la tête à essayer d'organiser, à essayer d'être mon concurrent ici, viens, on est ensemble. Et en gros, viens, on essaie de conquérir le monde. Ouais. Toi, tu es français, moi, je suis anglais. Bon, asiatique de base, mais anglais. Il me dit, écoute, on va essayer de conquérir l'Asie, l'Europe, l'Afrique. En gros, c'est une discussion qui part comme ça. Ouais. Et il me dit, au fait, c'est quoi le plus bel endroit en France? Je lui dis, ben, je sais pas, c'est les Champs-Élysées. Et il me dit, ben, bingo, premier événement MTGP, il faut le faire sur les champs. J'ai dit, ah ouais, t'es sérieux? Il me dit, ouais, je suis sérieux. Ouais. Et après, voilà, avec quelques contacts, j'ai trouvé une salle sur les champs. On fait le premier MTGP sur les champs, carton. Puis, allez, c'est parti. Et c'est parti. C'est parti. Donc je deviens responsable francophone, MTGP, et puis après aujourd'hui... Voilà. Et après c'est parti, expansion et développement, et ouais, aujourd'hui MTGP c'est en France, c'est en Angleterre. Là, on est dans 8 pays, on organise dans 8 pays. Vous venez de faire en Australie, si je dis pas de bêtises. Australie, ouais. La semaine dernière. Exact, ouais. Et puis voilà, donc vous continuez votre développement. Et c'est quoi la fonction première du MTGP? Est-ce que c'est de développer des jeunes talents, ou est-ce que c'est de... C'est des événements hybrides. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça en fait? En tout cas en France. Non, en vrai, c'est de faire découvrir des talents, tout simplement. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, c'est de découvrir des talents, faire tourner des combattants, faire des galas, quoi. Ouais. Être une ligue en vérité. C'est une vraie ligue là. Ouais, bien sûr, on a un ranking. On a un ranking dans toutes les catégories de poids, hommes, femmes, Muay Thai et kickboxing. Et puis voilà, c'est... Avec des champions et tout. Bien sûr, ouais, bien sûr. Vous avez pu couronner des grands champions comme Alexis Nicolas qui vient de signer avec le One, par exemple. Et il n'est pas le seul. Hein. Après, il y a plein de combattants qui ont eu des ceintures chez nous, qui les ont défendus.
et qui se sont retrouvés après dans les grosses organisations. Exact. Par exemple, celui qui a boxé Takeru, il était au Glory. Ouais, tout à fait. C'est un Anglais. Il y a des Anglais qui sont au One aussi maintenant. Avant Nicolas Alexis, il y avait Elias Mahmoudi, Exact. qui était champion chez nous, qui est toujours champion chez nous, mais bon, Et qui est au One. après il est au One. Donc voilà. C'est ça, c'est ça. On est plutôt content, on est plutôt fiers. Hein. Bah, il y a un gros boulot qui a été fait, mettre la lumière sur des mecs là ensuite qui ont explosé et qui combattent à l'international aujourd'hui, c'est quelque chose. Ouais, carrément, Par un gala carrément. français, la lumière a été dessus, c'est Ouais. cool et ça continue. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce Mm. qu'on est au Bonn et que tu organises une nouvelle étape du MTGP Exact, ouais. au CDFAS. C'est quand même pas n'importe quel endroit. Mm. C'est un des endroits de la performance en France. C'est l'endroit, comme je disais, qui va accueillir la Team USA pendant les Jeux Olympiques Mm. tout l'été. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont choisi cet endroit, hein. J'imagine que dans cette nation, ils ont Ouais, pris non, tout ce ici, qu'ils voulaient. ici, c'est carré. Et c'est des Américains, donc ils savent que on sait que l'exigence elle est importante. Mm. Moi je voulais juste revenir sur l'édition du MTGP où on a beaucoup été ensemble, Mm. où tu fais venir Takeru. Mm. Takeru c'est une superstar du kickboxing, pas que Ouais. au Japon. Ouais, dans le monde, C'est hein, une carrément. star internationale du kickboxing. Moi la vérité, je vais dire la vérité. Mm. Parce qu'on s'est parlé sur Instagram où tu as dit que tu vas faire une grosse annonce et moi je t'ai dit Takeru. Tu m'as dit comment tu sais. Ouais, Parce grave. que les gens ils parlent à l'international. Et Ok. moi il y a un mec qui me contacte qui me dit Baba c'est quoi le délire? Takeru va combattre en France. J'ai dit qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Je ne vois Il- pas qui va il- le faire boxer. Il avait jamais combattu en dehors Il du n'a Japon. jamais combattu en dehors du Japon. Et là Mm. tu me dis, et toi tu m'expliques qu'il va combattre en France. Mm. Je sais qui sont les organisateurs en France. Mm. Je sais pas qui. Je sais pas qui peut le faire boxer en France en fait. Donc là tu me dis un truc, Mm. je comprends pas. Donc je commence à réfléchir, Ouais, c'est qui a vrai, la c'est surface financière, etc. Qui peut le faire venir, qui a les contacts. Mm. Franchement je vois pas, je sèche. Et puis toi derrière, 24 heures après, tu mets une story où tu veux ménager un suspense. Attention les gars, grosse annonce. Moi tout de suite, 1 + 1 ça fait 2. Et Ça, moi c'est mortel, c'est mon pote, c'est un mec que je connais depuis 15 ans et c'est lui qui fait venir Takeru en France. Moi je te dis Takeru, tu me dis c'est Nari, comment t'es au courant? On en parlera plus tard, poto, juste fais-moi mon accréditation. Le reste ça m'intéresse pas. Juste fais-moi venir en tant que média, c'est tout ce que je veux. Ma première question évidemment, et ça fait 1 an que j'attends de la poser. Hein. Parce que depuis le moment où je suis venu faire le MTGP, couvrir l'événement, Ouais. je savais que j'allais faire ça. Et je me suis Ok. dit tranquille, sois patient Baba, tu poseras la question le moment voulu. Mm. Le moment voulu c'est aujourd'hui. Mm. Comment tu fais venir Takeru en France? Ben. Je peux pas tout dire. Non, tu peux pas Non, tout mais dire, en dis-moi ce fait, que tu peux. en vrai, avec tout le travail qu'on a fait avec Muay Thai Grand Prix, Ouais. on a une certaine légitimité maintenant au niveau de tous les partenaires dans le monde. Et aujourd'hui, voilà, on parle facilement avec tout le monde en vrai. Ouais. Dire même Dana White, Ok, on parle avec lui normal. d'accord. Parce qu'il sait il sait qui on est, il n'y a pas de problème en vérité. Maintenant, quand on a parlé avec eux, on est tombé dans un bon timing. Ok, En gros, Takeru avait une envie de combattre à l'étranger, peu Ouais. importe la France Il l'a ou annoncé. l'Angleterre. Ouais. Il a dit je veux combattre à l'étranger. Mon associé s'est trouvé en contact avec une autre personne. Il a dit ok, toi t'es chaud Paris, moi je suis pas trop chaud en Angleterre, mais il avait ses raisons. J'ai dit vas-y, moi, je suis chaud. Et puis voilà, avec des contacts sérieux, on a monté le truc. tu vois. Ouais. Mais j'ai vraiment beaucoup appris au-delà du caractère sportif de Takeru. J'ai vraiment beaucoup appris avec eux parce que les Japonais, c'est spécial. Ah ouais, Ils sont très 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 professionnels, mais le Japonais a un état d'esprit, quand il te dit 1, c'est 1. ouais. Et c'était Et même si lui-même, il se retrouve piégé à te dire finalement c'est 2, ouais. comme il a déjà dit 1, eh ben, il va tout faire pour rester sur le 1. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien C'est-à-dire, ce que le tu veux gars, sa parole, c'est sa parole. Ok, ouais. En gros, voilà, c'est ça le truc. Ouais. En gros, même pour les trucs bêtes, il te dit j'arrive à l'aéroport à 12h59. Ouais. Si le gars, il sait qu'il va arriver à 13h, il va s'excuser 20 fois. Ouais. Alors que c'est pas de sa faute, c'est l'avion, par exemple. Ouais, tu bien vois. sûr, ouais. Et donc, c'était un peu ça. Tu vois, c'est cette rigidité professionnelle-là qui m'a vraiment beaucoup apporté en travaillant avec des étrangers. tu Ah, mais de toute façon, culturellement, c'est autre chose. Moi, je me rappelle de la conférence de presse vois. Mhm. que vous faites Oui. à la Villette. Et les Japonais qui voient que je parle un peu, que je parle anglais, donc je parle un petit peu avec eux, je leur parle de Takeru. Comme il y a la télé, Mhm. parce que c'était pas n'importe quoi quand même. Hein. Il y avait une des Abema, qui est une Mm. grosse télévision japonaise qui suit Takeru Mm. et qui a un contrat de plusieurs millions de dollars avec lui, Mm. qui le suit, donc ils sont là. Et moi tout de suite ils demandent à m'interviewer, je comprends pas trop pourquoi, mais parce qu'en fait ils comprennent que je le suis beaucoup, que je sais qui il est, que j'ai vu beaucoup de ses combats. Mm. Donc je parle un peu avec eux.
Et il me demande, mais pourquoi la conférence de presse, elle n'a pas encore commencé? Et je dis, mais vous savez, c'est Paris, il y a les bouchons, c'est compliqué. Et moi, ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Mais Ils ne comprennent pas en fait. De quoi tu me parles en fait? Pourquoi tu me parles de bouchons? Pour eux, si tu lui dis 1 heure, c'est 1 heure. Tu m'as dit que c'était. Vous m'avez dit, je sais plus c'était quelle heure qu'on le faisait, mais bref. Non, mais c'est ça, mais t'as raison. C'est telle heure, c'est telle heure. Donc pourquoi tu me parles de bouchons? Et je regarde, je me dis, mais ils ont raison, tu vois. Je sais que nous, on est habitués. On sait travailler comme ça, mais eux sont pas du tout comme ça. Non, absolument pas. En tout cas, c'était assez incroyable. En plus, c'était un challenge. Parce que comme il y avait la télé japonaise, c'était pas comme on fait nous. Un main event ici, c'est 22h. C'est ça, ouais. Là, le main event, c'était 14h. Ouais, il fallait s'adapter aux horaires. C'était compliqué, mais il fallait s'adapter aux horaires du Japon, en vérité. Tu l'as bien fait parce que tu as fait 2 galas en fait. Tu as fait 2 galas en un. L'après-midi, le soir. Ouais. Mais bon, c'était pas. Je le referai pas une deuxième fois. Ouais. Mais j'imagine que c'était compliqué logistiquement parlant, mais en tout cas, c'était une réussite. Ouais. Il n'y a eu qu'un seul truc et on est obligé de revenir dessus. Parce que c'est pas quelque chose qui est entre tes mains et je veux que ce soit bien clair pour tout le monde. Je l'ai expliqué. J'ai même été, je sais pas si je te l'ai dit, mais j'étais dans un podcast anglais. J'ai été dans un podcast anglais pour ça. Donc pour aller expliquer pourquoi il y a eu certains soucis en termes sur les combats, en termes de cloche surtout et en termes de chrono. Déjà, il n'y avait pas la cloche tout de suite. Déjà. Moi, je courais à droite et à gauche pour dire aux officiels, les gars, il n'y a pas de cloche. Pourquoi il n'y a pas de cloche? Pourquoi vous lancez les combats s'il n'y a pas de cloche? Est-ce qu'on peut utiliser l'application d'un téléphone pour faire la cloche avec? Rappelle, je t'en ai parlé pendant qu'on faisait et tout. Et ils ont mis grave du temps parce que le gars était, encore une fois, coincé dans les bouchons. Et puis, il y a eu aussi des petits soucis de chrono, apparemment. Parce que les Japonais sont un peu bloqués dessus. Et sur le combat, par exemple, entre Alexis Sautron et Taiju, où Alexis le met KO, ils disent qu'il y a eu 20 secondes d'écart. Et que le round a duré 20 secondes de plus. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ça? Est-ce que tu en as reparlé de ça avec les officiels après? Non, mais j'en ai reparlé avec tout le monde. Il y a même des mecs qui sont venus m'insulter sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais bon, déjà, il y a 2 choses. La première, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement dans les autres pays, ici en France, Muay Thai Grand Prix n'a pas de poids. Dans le sens où c'est l'officiel de la Fédé qui décide. Absolument. Si l'officiel de la Fédé dit c'est vert, c'est vert. Si c'est rouge, c'est rouge. Moi, j'ai aucun poids. Comme dans les pesées ou des choses comme ça. En revanche, dans les pays étrangers, c'est par exemple moi en tant qu'organisateur, c'est moi qui décide. C'est toi qui gères tout. Voilà, c'est moi qui gère tout. Donc c'est des choses que les étrangers ils ont du mal à comprendre. Hier encore on a eu un petit souci de poids à la pesée où les étrangers ne comprennent pas que c'est pas moi qui décide. Si l'officiel a validé, c'est l'officiel qui valide. Exact. Si l'officiel ne valide pas, moi j'ai. Alors est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? C'est encore un exemple que voilà, la France c'est très différent. L'exception culturelle française. Ouais, voilà, c'est ça. Donc bon, on va pas trop s'étaler. Mais ensuite, pour revenir à l'histoire de Alexis Sautron, ce qu'ils oublient de dire, les Japonais, c'est que quand il faut remettre la coquille ou quand il y a je sais pas, quand il y a un truc, je sais pas, un protège-dents qui tombe, je me rappelle plus exactement ce qui s'était passé, ils arrêtent le chrono. Bien sûr. Sauf que quand ils arrêtent le chrono en réel, à la télé, sur la chaîne de télé, le chrono continue. Donc eux, ils se disent, sur la chaîne de télé, pourtant c'était fini, mais en réel, ils avaient coupé. Exactement. Et voilà. Exactement. Derrière, moi je peux en parler avec beaucoup de gens, comme je suis bien connecté sur Twitter, au niveau international, ça a beaucoup aidé. Parce que moi, ce que je leur ai dit, c'est simple, je leur ai dit chronométrer la round. Ce qui a été fait, ils se sont rendus compte qu'au final, c'était bon. Quand l'arbitre il arrête pour donner des instructions ou un avertissement ou quelque chose comme ça, il arrête le chrono. C'est tout. Donc il n'y a eu que 20 secondes. Après, tu sais, quand tu perds, forcément, tu trouves toujours des excuses. Surtout que c'était particulier là, parce que Taiju, c'est une autre grosse star. Parce que tu n'as pas ramené qu'une seule star, tu as ramené Takeru, mais aussi Taiga et Taiju Shiratori. C'est 3 stars en fait. Bien sûr. Du sport. Et donc forcément, c'est quelqu'un de très suivi. Et le KO les a choqués. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Alexis. Maintenant, ils les connaissent. Sauf que quand Takeru met KO Bailey, pareil, les Anglais aussi, ils sont remontés contre moi parce qu'ils disent j'ai truqué. Exactement. Alors attends, d'un côté je truque contre les Anglais, d'un côté je truque contre les Japonais, mais en fait je suis de quel côté en fait? Donc tu vois ce que je veux dire? En fait, en gros, moi je me prends des balles dans tous les sens. Mais c'est pareil, eux c'était une histoire de chrono. À un moment il crache son protège-dents, à un moment il fait je sais plus qu'est-ce qu'il fait, mais donc le chrono s'arrête. Et eux pareil, ils se réfèrent encore à la télé. Une chose est sûre, c'est que tu prends un knockout. Voilà, c'est tout. Que le chrono il soit arrêté ou pas arrêté, tant que tu es en face de ton adversaire, lève ta garde, c'est tout.
Et puis pour tout à fait honnête, le combat, si perso j'étais dans le coin de Bailey, je l'aurais arrêté au 3e. Ouais, t'aurais jeté t'es bien l'épaule, gentil, mais sûrement, ouais. les minutes extra en plus, c'est pas la faute de la fédération, C'est ça. pour moi c'est le coin qui a pas fait son boulot. Mm. Enfin bref, pour rester sur le jeu et pour conclure, parce que de toute façon on arrive à la fin et c'est important, parce que moi je voulais juste mettre en lumière toutes les difficultés d'organisation. C'est pas linéaire, c'est pas un boulot facile. Tu as choisi la manière la plus difficile d'exister dans ce sport, à mon sens. Tu peux être coach. Franchement, tu viens, tu fais ton coin, tu fais ton travail. T'es le boxeur, c'est le boxeur, c'est à part. C'est lui qui prend tous les risques, évidemment. Mais pour moi, il n'y a rien de plus difficile pour l'avoir fait, pour avoir participé, l'avoir fait, etc. Organiser un gala. Et de boxe, vraiment cette spécificité-là. Hein. Un gala de sport de combat, pour moi, il n'y a rien de plus difficile. Mais tu continues, ça te pousse quand même. Tu prends quand même du plaisir. Bien sûr, ouais. Tu kiffes toujours. Non, moi, ça me prend. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans ce métier, c'est que chaque gala est différent. Ouais. Chaque événement, c'est un nouvel événement en fait. Ouais. Donc je ne fais pas l'événement d'aujourd'hui comme l'événement qu'on a fait il y a 2 semaines, comme l'événement qu'on va faire dans 3 semaines. Chaque gala est différent. Donc c'est un peu comme si tu faisais un concert différent de chaque artiste, un concert d'artistes différents. Avec un autre artiste, voilà, etc. C'est un autre setup, c'est un autre show, tu veux faire autre chose. Voilà, c'est ça. Tu as d'autres choses en tête. Donc tu as encore plein de projets, plein d'idées en tête. Là. Comme on dirait, comme on peut dire, je suis même pas à 10%. Ah, bon, bah, non, je rigole. Mais non, il y a encore plein d'idées, il y a encore plein de développement. Et en fait, on n'est jamais arrivé à la fin pour une raison simple, c'est qu'il y a des cycles. Les champions d'hier, aujourd'hui, sont des coachs, sont des anciens. Il y a une nouvelle génération qui fait que, qui te donne envie de continuer à organiser pour eux, parce qu'il y a des mecs qui te donnent envie. C'est clair. Tu as envie de les faire découvrir, quoi. Exactement. C'est cyclique, c'est un sport très cyclique. Et aujourd'hui, les champions de demain, ils sont là, ils arrivent. Celui que tu as mis en combat principal, moi je le trouve très intéressant, à titre personnel, Elias Nagy. Je trouve qu'il a une très belle boxe. Je trouve qu'il a compris ce que c'est l'essence du Muay Thai, dans son club aussi, visiblement. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Je trouve que vous avez cet œil-là, en fait. Bien sûr, c'est important. Non, mais c'est clair, c'est clair. Bon, après, on fait des trucs que peut-être les autres n'auraient pas fait. Nous, on met en avant Elias Nagy et aussi Arthur Brossier. Yes. Bon, Arthur, c'est pur produit MTGP, et ça, c'est normal. Moi, je l'ai découvert au dernier MTGP. Voilà, mais il était là bien avant. Je sais, mais j'étais pas là, moi. Donc, voilà. Après, quand on parle de MMA ou Pancras, on met en avant aussi des gars. On les a pas vus ailleurs. Enfin, en gros, voilà, moi, je dirais pas que je prends des risques, mais je fais des choses. Pourquoi tu le dirais pas? C'est la vérité. C'est pas des risques en vrai. Pour moi, c'est pas de la fausse modestie de le dire. Pour moi, c'est plus un risque. Je sais pourquoi je le mets. D'accord, très bien. Je le présente au public. Voilà, je vous présente la future star. Voilà. Ok, vous n'êtes pas convaincu? Ok, vous allez le revoir la prochaine fois. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Regardez-le encore. Jusqu'à ce qu'ils disent ah ouais, au final. Parce que Arthur Brossier, par exemple, si je dis pas de bêtises, c'était short notice la dernière fois. Il avait remplacé Sami Sana. Et il gagne. Avec la manière. Exactement. Et pareil, avant aussi, il avait fait. Je l'avais appelé une semaine avant. Et je lui dis. Alors son entraîneur, je lui dis Arthur, il est comment là? Il me dit ouais, chaud. Bon, de toute façon, il ne dira pas le contraire, connaissant Kader, son entraîneur. Et je lui dis bon, moi je vous propose un challenge. Il boxe un taille, mais un vrai, pas une banane. Il n'a même pas bégayé, il n'a même pas sourcillé. Kader, il m'a dit hey, Arthur, il est chaud, t'inquiète, on y va. Et il a fait bête de combat. Donc, encore une fois, je me dis bon, des fois, je peux me tromper. Et là, je ne me suis pas trompé. J'ai dit, parmi tous les prétendants, tous les prospects, je sais qu'Arthur peut le faire. Tu repères, tu regardes, tu fais ton travail de scouting et tu dis, lui, il se démarque un peu. Il a fait, il a prouvé une fois, 2 fois, 3 fois. Ok, maintenant, je pense que tu peux faire une ceinture. S'il a fait la ceinture. Et je pense que derrière, c'est les grosses ligues qui l'attendent Gauthier, probablement. Peut-être que s'il gagne sa ceinture, peut-être après, pourquoi pas un franco-français. Parce que celui qui a la ceinture. Ah, là tu m'intéresses. Celui qui a la ceinture, il a défendu 2 fois et il a gagné, c'est Omar Samb. Exact. Donc si Arthur passe cette étape, il y a une grosse affiche à faire. Il y a Omar Samb derrière. Il y a quelque chose d'intéressant. Il attend. Ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas. Voilà. Il attend, tu attends et j'attends. C'est ça. Konako, merci beaucoup de m'avoir reçu. Alors que tu es en train d'organiser un gala. T'as encore fait un truc de fou. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Force à toi. On se revoit ce soir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Au top. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.